Je suis cardiologue à l'hôpital d'Annecy et aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre qu'un cœur s'évalue notamment à l'effort. Et mon premier argument qui est facile, c'est de dire qu'on passe seulement un tiers de notre temps au repos et que le reste, on est en activité. Donc c'est pas une bonne chose de se limiter au repos. Donc je vais vous parler de l'épreuve d'effort, de l'échographie d'effort et de la VO2. La première chose, les prérequis pour faire ces trois examens, ça va être pour tous, il faut éviter de manger 2 heures avant pour pouvoir faire un test qui sera maximal sans avoir des troubles digestifs. Au niveau du choix du matériel, on a le choix entre vélo et tapis. Les grands avantages du vélo, c'est que c'est facile, c'est ce qu'on utilise le plus et dans le plus de centres, c'est ça qui est utilisé. Le CG est plus stable, la prise de tension est plus simple, moins de risque de chute, c'est moins cher. Mais il faut garder en fait en tête que c'est un test qui est musculaire et notamment un test des quadriceps. Parce que tous les patients vont s'arrêter parce qu'ils ont mal au quadriceps et du coup, c'est pas un test où c'est le cœur qui va limiter l'effort. Ils vont s'arrêter d'abord parce que les quadriceps ne suivent pas l'effort et pas parce que le cœur est arrivé au pic de ses capacités. Contrairement au tapis qui, lui, va permettre d'avoir une fréquence cardiaque maximale qui va monter, qui va être plus haute. Le patient va pouvoir aller chercher plus dans ses réserves parce il va pas être limité par ses quadriceps, vu que c'est un examen qui est un peu moins musculaire. C'est un examen qui est plus sensible, mais qui est plus technique parce que le CG est plus instable. Et même pour nous, la mise en place, c'est bien plus long que faire sur tapis. Et pour les patients, il faut s'imaginer que faire un sprint sur un tapis roulant, c'est très compliqué. Et il faut estimer que le patient ait déjà fait 3 à 4 séances sur tapis dans une salle avant de pouvoir envisager faire un test d'effort. Pour ce qui est des protocoles, il faut préférer les protocoles en rampe. En rampe, ça veut dire que c'est une augmentation progressive de l'effort et pas par palier qui peut être mal toléré parfois par les patients. Ça leur fait vraiment une grosse marche, surtout vers la fin de l'effort. Et du coup, d'avoir une augmentation progressive, des fois, ça permet d'aller un peu plus loin dans les watts. Il faut toujours qu'il y ait 2 à 3 minutes d'échauffement à 20% de la PMT, donc de la puissance maximale théorique, puis des incréments de 10% de la PMT pour avoir une épreuve qui dure environ 10 minutes, et ce, même si c'est une maminette qui fera que 40 watts, il faut faire des paliers de 4 watts pour que ça dure. Pour ce qui est de la récupération, il faut qu'elle soit passive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il continue à pédaler un petit peu à vide. C'est plus sensible, notamment pour la maladie coronarienne, et elle doit durer entre 3 à 6 minutes. Ça a été revu sur les recos de 2018. C'est plus forcément 6 minutes, on peut s'arrêter à 3 minutes si le patient est revenu à son ECG pré-test et que sa tension s'est aussi normalisée. Sur la gauche, je vous ai remis les contre-indications à l'épreuve d'effort, je ne reviendrai pas dessus. Même si je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est que normalement, quand même, enfin, avant de faire une épreuve d'effort, peu importe laquelle, il faudrait qu'on ait fait une échographie cardiaque parce qu'on voit quand même qu'il y a thrombus intravégé. euh, donc, il y a des choses ou des obstructions intravégées ou de l'HTAP. Bon, en général, les patients, ils ont d'autres symptômes, mais il faut quand même garder en tête que ce serait mieux d'avoir une échographie avant de me faire un test d'effort chez un patient. Là, je vous ai remis les critères d'arrêt. Pareil, je ne reviendrai pas dessus, mais vous les connaissez, mais c'est les recommandations 2018. Je voulais juste revenir sur deux choses. C'est l'arythmie sévère ou mal tolérée. Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est si le patient passe en TV, il faut absolument pas l'arrêter brutalement. Il faut lui dire qu'il faut qu'il arrête l'effort progressivement jusqu'à l'arrêt complet. Et en général, de faire ça, ça permet souvent de les réduire. Et le risque à l'arrêter brutalement, c'est qu'il passe en FV. Donc on y va doucement. Et on voit les critères relatifs, on voit la tension artérielle. Ça, pareil, faut pas arrêter un test pour une tension artérielle trop élevée. Ça dépend de la tolérance, et surtout ça dépend à quelle puissance on est. Être à 250 de tension quand on fait 250 watts, c'est pas la même chose que quand on fait 20 watts. Donc il faut bien garder ça en tête. C'est sûr que si dès le début, on voit qu'ils souvent ils ont une tension assez haute au début du test, mais si on voit que sur les deux prochains paliers, enfin les 2 prochaines minutes, ils ont une tension qui fait qu'augmenter, qui sont déjà à 250, là c'est sûr qu'on risque de pas pouvoir être maximal. Donc je vais commencer par l'épreuve d'effort. Alors pourquoi réaliser l'épreuve d'effort? On sait que c'est maintenant un examen qui a un peu. Enfin, tout le monde on est de moins en moins convaincu par cet examen-là, mais il garde quand même sa place dans le diagnostic pour les arythmies surtout, l'évaluation de la pression artérielle. Dans l'insuffisance coronaire, il a toujours sa place, mais je reviendrai là-dessus dans certains cas.
dans la valvulopathie, notamment la valvulopathie asymptomatique. Il va être très pratique pour l'évaluation des signes fonctionnels. Quand le patient il parle de symptômes à l'effort, on va pouvoir les objectiver, qui sont, notamment la dyspnée, notamment l'angor, la fatigabilité et les malaises, essayer de les reproduire, voir si on arrive à reproduire un malaise vagal ou autre chose. La troisième chose, et on l'oublie souvent, c'est que c'est un test qui est pronostique. Euh, de savoir la capacité de l'effort du patient, c'est savoir s'il va vivre ou mourir, en fait, hein, tout simplement. Plus il sera capable de faire des watts, plus il va vivre. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait garder en tête. Quelqu'un qui ne fait pas de watts et qui est jeune, qui reste encore pas mal d'années devant lui, bah, il faut que ça nous inquiète, autant qu'un sous-décalage ou voir un sous-décalage sur le tracé. Et enfin, il permet d'analyser nos thérapeutiques qui sont à visée anti-ischémique, anti-arythmique ou anti-hypertension. Donc ça, c'est pour reprendre un peu la place de l'épreuve d'effort dans la coronaropathie, c'est les recos de l'ES7 2024. En fait, l'épreuve d'effort, elle a plus sa place comme un test pour le diagnostic de coronaropathie, mais elle permet de préciser la probabilité pré-test. Et ce qu'on voit ici, il y avait la première étape, bon, on interroge notre patient, on l'examine, ECG, et en deuxième étape, si le patient a déjà une probabilité pré-test inférieure à 5%, qu'on n'y croit pas du tout, on ne fait pas de test supplémentaire, s'il y a entre 5 et 15% de probabilité pré-test, c'est là que le CG, enfin l'épreuve d'effort pourrait être intéressante. Déjà pour évaluer les symptômes, enfin, voir si, par exemple, si le patient dit qu'il est essoufflé à l'effort et que ça nous inquiète, bah, juste de faire l'épreuve d'effort. Si on voit qu'il passe en BAV3 à l'effort, et ben on va peut-être penser d'abord à la rythmologie avant de pour penser à la coronaropathie, même si ça peut être lié. Et voir aussi combien de watts il fait. S'il fait 300 watts et qu'il se dit essoufflé à l'effort, ça nous rassure aussi. Et ça permet de reclasser des fois les patients si vraiment le CG, l'épreuve d'effort est vraiment très rassurante en probabilité pré-test très faible, inférieure à 5%, et du coup, ça nous permet de nous passer des examens. Mais si la probabilité reste entre 5 et 15%, entre 5% et plus, il faut aller faire d'autres examens, et c'est là que rentrent en compte les examens de stress avec imagerie, tout ce qui est imagerie fonctionnelle, et on voit le coroscanner qui, lui, en fait, va se chevaucher quand même avec l'épreuve d'effort. On voit qu'il rentre en considération quand la probabilité pré-test est entre 5 et 50%. Après, ça, c'est un peu la disponibilité de chaque centre. Je sais que nous, à Annecy, le couroscanner, il n'est pas forcément évident à avoir tout de suite non plus. Et en fait, l'épreuve d'effort pourrait permettre un peu de faire une première évaluation, éliminer certaines choses, objectiver des symptômes. C'est un peu ça, et surtout les capacités physiques du patient. Ce qui est assez étonnant, je trouve, dans les recommandations, c'est que dans l'autre examen qui est possible à faire dans les 5 à 15%, c'est le score calcique que moi j'avais en tête plutôt pour les patients asymptomatiques, mais c'est vrai que ça se tient pour les patients qui sont à faible risque, d'avoir un score calcique à 0, ça pourrait nous permettre en classe 2A de reclasser le patient en probabilité très faible et donc de ne pas faire d'autres examens. Et là, donc, je vous remets en 2B la place de l'épreuve d'effort entre 5 et 15%, mais juste voilà, pour affiner cette probabilité pré-test, c'est pas lui qui pourra conclure à la présence d'une coronaropathie. Là encore, je vous ai remis les dernières recommandations là-dessus. C'est quand même du grade 1 pour dire que chez les patients sélectionnés, il va permettre vraiment d'évaluer la tolérance à l'exercice, ses symptômes, et c'est les objectiver à l'effort, les arythmies, la tension artérielle et, in fine, le risque d'événement. Euh, il permet d'exclure ou de confirmer une maladie coronarienne quand les autres tests ne sont pas disponibles. Bon, aujourd'hui, quand même, on arrive à avoir les autres tests finalement pas si... On arrive à les avoir, mais dans quel délai? C'est ça la question. Souvent, bah, on demande notre échographie d'effort et des fois, la secrétaire nous rappelle en disant qu'il n'y a pas de disponibilité avant 3 mois. Et je trouve que dans ces cas-là, et c'est cette case-là, là, en 2B, qui dit que ça peut être intéressant de la faire pour voir à quel point on peut se permettre de différer l'examen. Parce que si elle est très pathologique, on pourra se dire que non, on ne peut pas attendre, s'il y a des arythmies, s'il y a des troubles de la repolarisation. Ben, et juste ça, ça permet un peu de temporiser, de voir à quel point on doit insister pour ouvrir un nouveau créneau chez ces patients-là.
Et en classe 3, c'est bien dit que l'épreuve d'effort n'est pas indiquée pour confirmer une coronaropathie si on a un scanner, un gros scanner ou des examens d'imagerie fonctionnelle qui sont disponibles. Donc on voit que c'est vraiment pas pour le diagnostic, c'est pour voir la probabilité pré-test du patient et voir si on peut différer les examens d'imagerie et voir dans quel délai on peut les faire. L'autre indication, c'est chez le patient asymptomatique de plus de 35 ans qui a des facteurs de risque cardiovasculaire et qui veut se mettre à l'activité physique. Là, il faut faire le score-score. S'il est à plus de 5% ou s'il a d'autres facteurs de risque, parce que maintenant on sait que le score-score, il oublie énormément de facteurs de risque, ou si le patient est sédentaire et qu'en plus de ça, il veut faire de la haute ou de la très haute intensité, il faut qu'il ait, alors c'est ce qu'on voit sur la petite toile, c'est d'abord une épreuve d'effort maximale. Et si jamais elle est litigieuse ou elle ne permet pas de conclure, c'est là qu'on passe à des tests d'imagerie ou le scanner. Mais on sait qu'on sera plus maximal avec une épreuve d'effort. Alors maintenant, comment analyser cette ECG? Je vous ai, enfin, cette épreuve d'effort, il y a d'abord l'ECG. Le segment ST, bah, on le connaît tous, c'est ce qu'on regarde le plus. Je vous ai remis les définitions. Mais il faut regarder les troubles de conduction également. Donc, comme je vous disais, un essoufflement à l'effort, bah, ça peut être un BAV à l'effort, qui dans les rares cas peut être ischémique. Doit surtout nous faire penser à l'ischémie, bah, c'est l'hémibloc de branche, qui est ischémique dans plus de 90% des cas. Et le bloc de branche, surtout gauche par rapport au droit, c'est 50-50 entre cardiopathie et ischémie. Donc, par exemple, si on fait l'épreuve d'effort avant l'échographie d'effort, et ben, on voit qu'il y a un hémibloc qui apparaît, ça nous motive à accélérer le rendez-vous. L'autre chose à regarder sur le CG, c'est l'incompétence chronotrope. C'est-à-dire que si la fréquence cardiaque maximale reste inférieure à 70% de la théorique, on doit suspecter notamment une ischémie. Et enfin, la fréquence cardiaque de récupération, on n'y pense pas souvent, mais ça apporte pas mal de choses, notamment au niveau du pronostic, et je reviendrai là-dessus. On est censé perdre 12 battements minimum à la première minute de récupération et plus de 22 battements à la deuxième minute de récupération. Les limites, c'est des patients qui sont sous bradycardisant ou qui sont en arythmie, où là, on ne peut pas trop interpréter. L'autre chose à regarder, la tension artérielle, ça en général, on connaît bien. Quelqu'un de sain, il doit augmenter sa tension systolique de 40 millimètres de mercure et c'est même et entre 20 et 40, c'est un peu la zone grise, mais à moins de 20, c'est vraiment pathologique et il faut suspecter soit de l'ischémie, soit une obstruction intravégée ou valvulaire. Pour ce qui est de la prise d'attention, ça c'est vraiment pratico-pratique, mais idéalement, bah, déjà de la base, il faut que le patient relâche le bras, sinon on n'arrivera pas à prendre de tension. Il faut qu'il le mette le long du corps au moment où ça serre et normalement, il faudrait que ça soit fait manuellement pour que ce soit plus précis et pour que ça soit réussi. Euh, Ce que je disais, voilà, il n'y a pas de tension artérielle maximale, c'est plutôt les symptômes. Et il faut que pour arrêter le test, la tension se soit normalisée. Et normalement, c'est plutôt dans les 6 minutes. Si on y met plus de 6 minutes, on peut dire que c'est pathologique. Là, je vous ai juste remis un- un diagramme avec la tension. Vous voyez que la tension diastolique, pendant une épreuve d'effort, elle augmente quasiment pas. Donc, ça ne va pas vous inquiéter. C'est surtout la systolique qui va augmenter. Maintenant, les critères de mauvais pronostic, et je trouve que c'est quand même la grosse plus-value de l'épreuve d'effort. Et déjà de base, un mauvais pronostic, c'est votre patient, et ben, il est contre-indiqué au test à l'effort. C'est que déjà, s'il ne peut pas faire, il peut pas faire d'effort, son risque de mortalité est quand même très élevé. Ensuite, si il le fait, mais qu'il a une intolérance majeure, déjà au bout de 20 watts, il s'arrête, il a un malaise, pareil, très mauvais pronostic. Ou s'il arrête l'effort pour cause de dyspnée et non d'épuisement. En fait, s'il dit c'est vraiment le souffle qui l'a bloqué, ben on sait que ces trois choses signent un risque de décès d'origine cardiaque qui est multiplié par 2. Et là, je vous ai mis un tableau pour vous donner un peu une idée. Donc, nous, on parle beaucoup en mètres sur les épreuves d'effort. Un mètre, c'est 17,5 watts. Et on sait que chaque épreuve, si vous faites une épreuve d'effort et que vous gagnez 1 mètre, que vous augmentez votre charge maximale, et ben vous augmentez de 12% votre survie. Et qu'on sait qu'un patient qui fait moins de 4 mètres a 35% de mortalité en plus par rapport à celui qui fera 9 mètres. Et là, je vous ai remis un tableau selon le sexe et l'âge. Et c'est un peu le seuil pour vraiment s'inquiéter. Et c'est là qu'il faut c'est vraiment de très mauvais pronostic. Comme je vous disais, c'est comme vraiment ne pas voir une tension artérielle augmenter, voir
un sous-esté. Et il faut vous inquiéter de cela et envoyer un patient vers la réadaptation cardiaque, vers un kiné, mais il faut qu'il se bouge, quoi. Ça, c'est un- un diagramme enfin, une courbe que je trouve très intéressante. Vous avez la survie ici, puis les années après avoir réalisé le test d'effort. Et vous avez plusieurs cases. Il y a le patient coronarien et celui qui a une fréquence cardiaque de récupération anormale. Donc, c'est ce que je vous avais remis en haut. Le coût des 12 minutes, 12 BPM à 1 minute et 22 BPM à 2 minutes. Et on voit que celui qui a une coronaropathie simple, sans insuffisance chronotrope, et ben, va vivre plus longtemps que celui qui a juste une fréquence cardiaque qui sera pathologique à la récupération. Bon, le pire, c'est si on a les deux, et la coronaropathie et la fréquence cardiaque à la récupération qui n'est pas bonne. Mais on voit que c'est vraiment un facteur pronostic indépendant et qu'il faut s'y inquiéter. Maintenant, l'autre place de l'épreuve des forces, dans la valvulopathie, notamment asymptomatique. C'est là qu'elle a sa place, notamment dans la sténose aortique. Ce qu'on sait, c'est que la sténose aortique, ça touche des patients âgés et ça va être très progressif. Et les symptômes sont souvent cachés. Les patients vont peu à peu s'adapter, adapter leur mode de vie. Et on sait que l'apparition des symptômes dans le rétrécissement aortique, c'est vraiment le virage, quoi. C'est vraiment là où chute le pronostic du patient quand les symptômes arrivent. Donc il ne faut pas rater ce moment-là. Et on sait que 40% des patients qui se disent asymptomatiques, alors que si on leur fait un test d'effort, on verra qu'ils le sont. Et pour le dire qu'ils sont symptomatiques, c'est assez, on va dire, enfin, c'est assez limite, hein, mais c'est dire qu'il ne peut pas faire 80% de la puissance maximale théorique, ou alors qu'il a un angor, ou alors que la tension artérielle n'augmente pas. Là, c'est ce qu'on voit dans ce diagramme de l'ESC sur les valvulopathies en 2025. Dans l'ORA, il faut regarder s'il y a des symptômes. S'il n'a pas de symptômes et que la FEVG est normale, il faudrait que tous aient quand même une épreuve d'effort, et notamment pour voir ses capacités physiques, voir s'il n'y a pas des faux négatifs, et voir notamment voilà, si la tension artérielle augmente correctement. Et là, ça va vraiment changer la prise en charge du patient. Autre indication, c'est dans l'insuffisance aortique asymptomatique. Là encore, il y a beaucoup de patients qui disent asymptomatiques et qui ne sont pas le cas. Et dans les recos, on voit, hein, c'est vraiment les symptômes qui font la prise en charge. Et en fonction de la présence ou non, on ira plus loin dans le traitement. Donc, une épreuve d'effort de bon pronostic, peu importe la raison pour laquelle on le fait, c'est un test qui est possible et un effort qui est bien supporté. C'est l'absence d'arythmie ou d'ischémie sévère. C'est un profil tensionnel qui est normal. C'est un patient qui fait à peu près plus de 8 à 9 mètres. C'est un patient qui n'a pas d'insuffisance chronotrope et qui a une bonne fréquence cardiaque de récupération, c'est-à-dire qu'il va vraiment baisser rapidement sa fréquence cardiaque. Et là, je vous ai vraiment remis 1 mètre, c'est moins 20% de mortalité. Donc vraiment, enfin, aucun traitement, enfin, très peu de traitements peuvent faire aussi bien. Et c'est accessible pour tout le monde, donc il faut vraiment faire bouger nos patients. Le compte-rendu d'une épreuve d'effort, il ne faut pas s'arrêter à juste dire négatif, c'est plus que ça. Euh, on doit parler de l'ischémie et dire s'il est positif, négatif ou litigieux. Faut pas hésiter à mettre litigieux, hein, c'est souvent le cas pour une épreuve d'effort. Mais il faut surtout dire la probabilité qu'il en résulte pré-test, faible, intermédiaire ou forte. Et il faut parler des capacités physiques du patient et qui est un élément pronostic. Et en plus de ça, donc, c'est l'insuffisance chronotrope, la fréquence cardiaque de récupération, la charge maximale, le profil tensionnel. Ça, c'est vraiment un caractère pronostic. Et il faut le décrire pour tout patient, peu importe l'indication de l'épreuve d'effort. Ensuite, l'échographie d'effort. Alors, l'indication reine, c'est la coronaropathie. On sait que la sensibilité et la spécificité est autour de 85% chez les patients symptomatiques, avec une probabilité pré-test intermédiaire à élevée. Donc, c'est ce que je vous ai remis là, c'est entre 15 et 85%. C'est vraiment l'indication reine. Il faut préférer l'effort à la dobutamine, vous le savez, c'est plus physiologique, moins de risques. Et ça permet d'avoir une corrélation aux symptômes. Ça, c'est vraiment important par rapport à un coroscanner où on va juste faire une photo des coronaires. Le patient il dit qu'il a des symptômes, on regarde ses coronaires et on dit bah, ah, bah, si, il y a, de l'athérome, et bah, probablement que c'est ça qui explique les symptômes. Et en fait, on n'en a aucune preuve. Peut-être que c'est deux symptômes, c'est deux choses différentes. Et l'avantage des épreuves d'effort ou écho d'effort, c'est que le but, ça va être d'essayer de reproduire les symptômes du patient. Et ça a vraiment une valeur pronostique importante. Pareil, ça permet d'évaluer les capacités à l'effort, même s'il faut bien savoir qu'un patient qui est allongé fera toujours moins de watts que s'il était
Il était sur un vélo. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que la fréquence cardiaque va moins monter parce qu'en fait, le retour du veineux est meilleur vu que le patient est un peu allongé, donc il n'a pas besoin d'augmenter plus sa fréquence cardiaque. Donc on est souvent peut-être un peu plus sous-maximal avec ces examens-là. Donc l'indication de de l'écho d'effort, je le mets bien ici, c'est d'améliorer le pronostic, c'est pas de stenter. Ce qui améliore le pronostic d'un patient, c'est pas, enfin, c'est ce qui est, enfin, ce qui fait un mauvais pronostic du patient, c'est pas d'avoir des plaques, c'est d'avoir de l'ischémie. Une même plaque chez deux patients différents, ça n'a pas le même pronostic. Un patient, il y a des patients qui vont être ischémiques sur un tel degré de plaque, mais pour le même degré chez un autre patient qui est entraîné, qui a des collatérales, et ben, ça ne sera pas le cas. Et ça n'a pas du tout le même pronostic. L'échographie d'effort, elle permet d'éviter donc 20% des cours en aérographie. Là, je répète encore, le but, c'est d'augmenter le pronostic. Et on sait qu'un test normal, c'est près de 98% à 99% de bons pronostics dans les 2 ans qui suivent. Maintenant, je vais vous parler de l'asymptomatique, ça nous intéresse beaucoup. Et bah, aujourd'hui, l'écho d'effort chez le patient asymptomatique, enfin là, on peut enlever ischémique parce que j'ai vraiment pris j'ai pris tous les cas où on parlait de l'écho d'effort chez le patient asymptomatique. Il n'y a pas de place, notamment chez le diabétique, même s'il est à haut risque, s'il n'a pas de symptômes, on n'a pas à faire d'échographie systématique. C'est bien dans les recommandations OSL 2023 parce que ça ne modifie pas le pronostic des patients. Le coronarien, pareil, s'il n'a pas de symptômes, s'il ne baisse pas sa FEVG, pas d'indication à faire un test d'effort systématique. Ça n'augmente pas le pronostic non plus, donc il n'y a pas d'intérêt à le faire dans ces cas-là. La seule indication chez le patient asymptomatique, c'est en préopératoire de chirurgie non cardiaque. Alors j'ai essayé de vous faire quelque chose de simple parce on s'y perd souvent. En fait, il faut voir les capacités de votre physique de votre patient. S'il arrive à faire plus de 4 mètres, ce qui correspond à monter 2 étages. S'il arrive, peu importe la chirurgie et qu'il est asymptomatique, hein, pas besoin de le voir. Par contre, si il fait moins de 4 mètres, donc il n'arrive pas à monter ces 2 étages, on dit que ses capacités ne sont pas évaluables, son cœur n'est pas évaluable parce il est en général biaisé par ses muscles. Donc là, en grade 1, si la chirurgie est à haut risque et que la probabilité pré-test est à supérieure à 15%, ou alors que le CG ou le TT est anormal, ou alors que le patient a un facteur de risque clinique que je vous ai mis ici en bas, c'est quand le patient a fait un AVC, une maladie, une cardiopathie ischémique, qu'il a fait de l'insuffisance cardiaque, qu'il a de l'insuffisance rénale ou qu'il a un diabète sous insuline. Et ben dans ces cas-là, c'est du grade 1, il faut faire un test d'ischémie avec une imagerie chez ces patients-là. En 2A, c'est vraiment du 2A et ça doit être envisagé si c'est une chirurgie à haut risque et qu'il a des antécédents de stent ou de pontage. Mais ça, je pense qu'il faut vraiment discuter des symptômes avec lui, de son suivi, de sa prise de traitement, pour voir s'il y a un intérêt ou pas à faire un test d'ischémie. En 2B, il peut être envisagé sur une chirurgie à risque intermédiaire si l'ischémie est suspectée, mais ça semble logique. Si vraiment c'est un patient qui a haut risque cardiovasculaire et qu'on a vraiment on pense lié à son interrogatoire qu'il y a l'ischémie, eh ben, il faut faire le test. Mais c'est du grade 3 de le faire de façon systématique. Il faut vraiment évaluer les patients. Donc nous, en fait, on devrait voir en consultation ceux qui font moins de 4 mètres. Et après, on voit si on pousse jusqu'à l'écho d'effort ou pas. Mais on voit que ça reste quand même des indications qui sont rares. L'échographie d'effort, une autre indication, enfin chez les patients asymptomatiques, c'est la valvulopathie, notamment dans l'insuffisance mitrale asymptomatique. Euh, D'abord, l'insuffisance mitrale primaire, on sait qu'il y a 30% de faux asymptomatiques et que là, l'épreuve d'effort, d'ailleurs, fera mieux que l'écho d'effort pour dévoiler les symptômes. Mais l'avantage de l'écho d'effort, c'est qu'elle va permettre aussi pour les patients qui sont un peu borderline sur la décision de prise en charge, d'évaluer les pressions pulmonaires et voir un peu le jet de régurgitation. Notamment, ça c'est intéressant chez les patients qui se disent asymptomatiques à l'effort et qui, quand on les voit en repos, bah, on n'a pas vraiment d'IM sévère, on n'a pas d'HTAP. Et ben là, c'est intéressant de les voir à l'effort. Dans les IM secondaires, ce qu'on sait, c'est que chez les patients qui ont une FEVG à moins de 45%, 10% ont une insuffisance mitrale qui peut s'aggraver à l'effort. Donc, si c'est le cas, là, il faut d'abord, enfin, on sait majorer le traitement de l'insuffisance cardiaque en premier. Euh, mais chez ces patients-là, donc il est intéressant de faire, enfin, ces patients qui sont symptomatiques à l'effort, notamment où on ne comprend pas trop, où on est un peu vraiment
en hésitation sur la prise en charge, de les voir à l'effort pour évaluer l'insuffisance mitrale, voir si elle s'aggrave à l'effort. Pour ce qui est du rétrécissement mitral asymptomatique, là encore, il a sa place. C'est vraiment la première question, symptômes ou non. S'il n'a pas de symptômes et qu'il n'est pas un risque embolique élevé ou un risque de décompensation, il faut faire le test d'effort pour vérifier s'il y a des symptômes ou non. Enfin, il faut faire l'échographie d'effort ou l'épreuve d'effort pour les symptômes, mais en plus, l'écho d'effort va être intéressante pour regarder le gradient à l'effort, voir s'il augmente, ainsi que regarder si les PAPS augmentent rapidement. Si on est vraiment à plus de 60 D20 watts, c'est que c'est un peu excessif. Et là, ça pourra pousser à une prise en charge. L'avant-dernière indication de l'écho d'effort, c'est dans la FE préservée, elle apparaît chez les patients chez qui on a du mal à faire le diagnostic au repos. Donc là, je vous ai mis la deuxième colonne, c'est vraiment les critères de repos. Et puis on voit en commentaire que l'écho d'effort peut être intéressant pour notamment calculer le E sur reprime ou les PAPS, et que si c'est augmenté, ça peut nous aider à faire le diagnostic d'insuffisance cardiaque à feu préservé. Je pense qu'en pratique, on ne le fait pas beaucoup, mais ça apparaît dans les recommandations. Et enfin, dernière place de l'écho d'effort, c'est dans la cardiomyopathie hypertrophique notamment, où c'est du grade 1, chez des patients qui ont un gradient au repos qui est normal, mais qui se dit symptomatique à l'effort. Il faut les évaluer à l'effort pour rechercher un gradient euh, intra-VG qui se majore, ou alors une insuffisance mitrale qui se majore ou qui apparaît. Et idéalement, c'est un test qui doit être fait debout ou assis, pour qu'il soit plus sensible. Dernier examen, c'est la VO2 max. Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Déjà, première clarification, moi je trouve que la VO2 max c'est très réducteur de dire que c'est VO2 max. Alors oui, on va avoir notre VO2 max. Déjà, je vais vous redire la définition de la VO2 max. En fait, la VO2 max, c'est la quantité d'oxygène que notre organisme est capable donc d'être pompé enfin d'être récupéré par le poumon, qui va être ensuite transporté jusqu'au cœur, que le cœur va ensuite envoyer dans la circulation systémique jusqu'au muscle, et après ça revient sous forme de CO2. Et là, donc, c'est tout ce cycle qui est évalué, et la VO2 max, c'est la quantité d'oxygène que quelqu'un est capable d'utiliser et de traiter par unité de temps. Et plus on est capable d'avoir un gros volume, de traiter un gros volume d'oxygène par une unité de temps, plus on a un organisme qui fonctionne bien. C'est à peu près ça le but. Et je trouve que le terme, notamment qu'ils utilisaient à Grenoble, exploration fonctionnelle à l'exercice, je trouve ça euh, plus juste parce que vraiment, c'est une étude du poumon, du cœur, des muscles et de la circulation. Donc là, c'est une autre façon de voir le schéma. Donc c'est vraiment tout un engrenage. C'est notre organisme. L'oxygène va arriver dans le poumon, dans la circulation pulmonaire, dans le cœur, la circulation périphérique, puis le muscle, et vraiment, puis ça repart dans l'autre sens. Et ça, c'est l'épreuve le FX, donc la VO2 ou exploration fonctionnelle à l'exercice, va vraiment explorer tout ça. Et toute pathologie qui va interférer, donc celle que je vous ai mis en bas, peut faire baisser la VO2 max. Et donc, le but de l'examen, nous, ça va être de savoir quelle est la zone qui explique à cause de qui la VO2 max est diminuée. Et ça, c'est un peu tout l'enjeu de l'examen. Là, je vous ai juste mis une courbe normale. Donc, vous avez le temps, et ça, c'est les watts qui vont aussi progresser au cours. Enfin, c'est vraiment l'épreuve d'effort qui va augmenter au cours du temps. Vous avez une phase au début on voit d'échauffement, là, qui a duré un peu plus de 4 minutes. Et puis après, l'effort va augmenter façon croissante. Vous avez la fréquence cardiaque, vous avez la ventilation, et là, c'est notamment la consommation en oxygène et en dioxygène. Je ne reviendrai pas là-dessus. Les courbes, en fait, après, nous, il y a beaucoup d'équations qui sont faites, de la fréquence cardiaque sur la VO2, de la pente VE sur VCO2. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment. Mais on reviendra, j'en parlerai après. Donc, ça, c'est une courbe normale. Alors maintenant, ce que donne quelle information donne la VO2? On va voir enfin, les EFX, elle va donner le pic de VO2. Il est normal s'il est supérieur à 80%, c'est une baisse sévère s'il est inférieur à 50%. Il va donner la charge maximale en watts si c'est sur un vélo, ou la vitesse maximale en kilomètres heure si c'est sur tapis. Donc, première étape, la ventilation. Alors, comment on peut nous comprendre, savoir si c'est la ventilation qui est atteinte, qui explique les courbes pathologiques. Donc, d'abord, la spirométrie qu'on fait avant le test. Donc, c'est pas vraiment
le test à proprement dit, parce qu'on le fait au repos avant, mais déjà, ça nous permet de dépister un peu les troubles ventilatoires obstructifs, restrictifs, l'atteinte du parenchyme. Ensuite, on va regarder la saturation à l'effort. Si le patient est désaturé, il faut penser à une atteinte du parenchyme, de l'HTAP. L'autre critère qui est intéressant, c'est l'hyperventilation. Et l'hyperventilation, il y a plein de causes différentes. Nous, on regarde ce qu'on appelle la pente VE sur VCO2, ou même la valeur VE sur VCO2 au premier seuil ventilatoire. Et là, on arrive à faire la différence entre une hyperventilation excessive ou disproportionnée. Ce qui est intéressant, c'est l'hyperventilation excessive, c'est-à-dire quelqu'un qui va se mettre à hyperventiler trop fort alors qu'il est juste en train de faire 20 watts, par exemple. Et ça veut dire qu'il compense une hypoxie. Et là, les étiologies sont vastes, hein, mais il compense une hypoxie. Et ça, c'est un signe déjà qui nous alerte sur le fait qu'il y a quelque chose dans le mécanisme cardio-circulatoire et pulmonaire qui ne fonctionne pas. Alors que l'hyperventilation disproportionnée, c'est plutôt quelqu'un, c'est plutôt psychogène ou qui est désadapté, qui va respirer trop vite par rapport à l'effort, mais c'est plutôt quelque chose de neurologique. Enfin, les réserves pulmonaires, ça c'est assez intéressant, ça correspond en fait au euh, le volume ventilatoire maximal, donc le volume d'oxygène qu'on va ventiler au pic de l'effort. Donc c'est la théorique moins ce que fait vraiment le patient. Et la normale, c'est pas 0%, c'est 30%. On n'arrive jamais, on n'épuise jamais totalement les capacités du poumon, il lui en reste toujours un petit peu. Alors il y a pas mal de théories là-dessus. Est-ce que c'est une réserve au cas où s'il y avait vraiment un stress aigu? Mais en fait, ça veut dire que d'abord le muscle va s'épuiser, le cœur va s'épuiser, et puis en fait le poumon, lui, bah, il pourrait continuer encore un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on dit que la normale, c'est 30 plus ou moins 10. Et si jamais bah, on arrive à zéro, et bah, c'est pas normal. Ça veut dire que si on est à 0%, ça veut dire que c'est le poumon qui a été à l'origine de l'arrêt de l'effort, parce qu'il avait plus aucune réserve, plus de batterie, on va dire, il était à zéro. Et c'est lui qui a été à l'origine de l'arrêt de l'effort. Il faut craindre une pathologie respiratoire. Deuxième chose, c'est la circulation pulmonaire. Là, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est l'hypertension pulmonaire. Donc, de nouveau, la spirométrie, on regarde les premiers seuils. Pareil, une hyperventilation et le rapport VD sur VT qui nous est donné, qui correspond en fait à l'espace mort. Enfin, c'est une estimation de l'espace mort, donc il pourrait augmenter dans ces cas-là. L'autre chose, c'est l'anémie. Alors ça, on peut pas, nous, on n'a aucun moyen de vous dire que c'est à cause de l'anémie que la VO2 est plus basse. Mais normalement et théoriquement, il faudrait que tout patient qui fait une VO2 ait une hémoglobine avant. Parce que si elle est basse, ça va faire baisser tous les chiffres et ça peut vraiment rendre l'examen ininterprétable ou faire des mauvaises interprétations. D'où l'intérêt du faire chez nos patients insuffisants cardiaques et d'où l'intérêt de l'EPO chez les sportifs de haut niveau. Ensuite, le cœur. Je ne vais pas revenir sur tout, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on ne va pas être capable de dire la pathologie cardiaque avec cet examen. On peut dire qu'il y a un problème au niveau du cœur, qu'il y a une insuffisance circulatoire, que le cœur ne fait pas son travail, mais si on ne pourra pas faire le diagnostic de savoir pourquoi. Donc, quand on envoie quelqu'un sur une VO2, il faut vraiment avoir un diagnostic très précis. Il faut nous dire la pathologie cardiaque et à nous de savoir quelles sont les complications de cette pathologie cardiaque. Et notamment la pathologie REN, c'est l'insuffisance cardiaque pour laquelle l'examen est vraiment reconnu. Là, je vous ai remis un peu tout ce qu'on va regarder de nous. Et notre but, c'est de regarder une insuffisance circulatoire. On voit que le cœur n'est pas capable d'assumer la circulation, notamment au pic de l'effort, et d'irriguer tous ses organes. Donc, on a pas mal de choses euh, au repos, notamment. On est capable de dire, avant même que le patient fasse un effort, qu'il ait insuffisance circulatoire. Je vais juste développer cette partie-là. C'est l'oscillation ventilatoire au repos. C'est ça, en fait. Là, c'est un patient qui n'avait pas du tout commencé l'effort. Et rappelez-vous de la première courbe que je vous avais montrée. Normalement, c'est même quand on est au repos, on a une courbe qui est plate, quoi. Il y a tout qui est plat, la ventilation, la consommation en oxygène. Et là, on voit qu'il y a des grosses oscillations. Et en fait, le mécanisme, c'est qu'il y a du fait de l'insuffisance circulatoire. Donc, par exemple, on va avoir un moment, la concentration en CO2 dans le sang qui va être trop haute. Du coup, les chémorécepteurs vont comprendre qu'il y a ça. Ils vont s'activer, envoyer l'information au cerveau pour dire il faut activer la ventilation parce que là, il y a trop de CO2. Donc, lui, bah, le cerveau va dire ok, j'hyperventile un peu plus. Sauf que bah, une fois qu'il y aura trop, il y aura plus assez de CO2, il y aura plus assez de CO2, bah, les chémorécepteurs vont dire ah bah là il faut se calmer. Et en fait, il y a tellement du fait de l'insuffisance circulatoire un retard d'information que ça fait vraiment cet aspect-là. Et ça, c'est très mauvais pronostic. On voit vraiment que la circulation n'est pas capable d'envoyer correctement les informations. Il y a vraiment un retard d'information à chaque fois.
Là-dessus, je ne reviendrai pas, mais pareil, c'est de l'hyperventilation, de la tension artérielle. Si le pouls d'oxygène, c'est très intéressant. Le pouls d'oxygène, c'est la VO2 divisée par la fréquence cardiaque. Et pour faire simple, ça correspond au volume d'éjection systolique et notamment au débit cardiaque. Et ça, c'est très intéressant pour nous de voir un peu ce qui se passe au pic de l'effort. Et puis pareil, on regarde à la récupération. Le but, c'est que tout baisse rapidement, la VO2, la fréquence cardiaque. Et ça, c'est là la place dans l'insuffisance cardiaque, c'est de pouvoir savoir un peu qui on va greffer, qui est grave, qui est pas grave. S'il a plus de 50, le pic de VO2 est à plus de 50% de la théorique, pronostic correct, on surveille. S'il a moins de 30% de la théorique et que le patient est pas décompensé, qu'il est bien traité, qu'il a fait sa réadaptation cardiaque, et ben c'est là qu'on parle de greffe. Entre 30 et 50%, c'est la zone grise et c'est là qu'on va aller voir les autres marqueurs dont je vous ai parlé tout à l'heure pour essayer de mieux caractériser le patient, voir s'il a vraiment une insuffisance circulatoire qui est marquée. Dans la coronaropathie, on va regarder le CG comme n'importe quel test d'effort, mais on va regarder aussi le pouls d'oxygène qui correspond, comme je vous disais, au débit cardiaque. S'il chute ou qu'il stagne à l'effort, c'est qu'il y a une insuffisance coronarienne qui va être dévoilée à l'effort. Dans la valvulopathie, pareil, si on voit qu'on a une chute du pouls d'oxygène, on se dit que l'insuffisance ou la sténose est significative, puisqu'à l'effort, on voit que ça a l'origine d'une chute du débit. On peut aussi voir l'hypertension pulmonaire. Pour ce qui est de la cardiomyopathie, pareil, on regarde le débit à l'effort, on regarde les pressions de remplissage avec la pente, on regarde un peu la tension artérielle. Dans la cardiopathie congénitale, ça c'est quand c'est Benjamin qui nous l'envoie. Je trouve que c'est un petit message, mais c'est important parce que nous, beaucoup, on en connaît moins bien et c'est important de nous dire un peu les cardiopathies qui sont à risque, notamment de shunt droite-gauche. Et nous, c'est là vraiment qu'on va les craindre si on sait qu'il y a un risque et qu'on voit qu'il y a une chute du pic de la VO2, une augmentation de la pente, une désaturation, une chute du pouls d'oxygène. Et ben nous, ça nous fait penser à un shunt droite-gauche. Mais ça nous fait penser à ça juste parce qu'on sait que c'est pas un patient congénital qui a ce risque-là, mais on peut pas le deviner, on peut pas savoir que si on connaît pas les antécédents du patient, on pourra pas savoir que c'est ça, hein. Et enfin, nous, on n'en suit pas trop, mais c'est pour les patients qui sont greffés. Si on a vraiment une baisse, alors de base, ils ont un pic de VO2 qui est plus bas, mais si ce pic diminue au cours du suivi, que la pente augmente, il faut vraiment penser à un rejet ou une coronariopathie du greffon. Donc on explore aussi la circulation systémique. Là, pour le coup, on ne sera pas capable de dire que c'est à cause de la circulation systémique que la VO2 est basse, mais je vous ai remis toutes les pathologies qui expliqueraient qu'on a une baisse de la VO2 et un examen qui est pathologique, tout ce qui est lié en fait à l'atteinte vasculaire, que ce soit macro avec l'AOMI ou même l'atteinte de la fonction endothéliale avec la production humorale de NO. Et pareil, de nouveau, l'anémie. Enfin, le muscle, qui est quand même ce qui limite le plus nos patients. On parle de limitation musculaire, c'est-à-dire que le patient a arrêté l'effort à cause de ses muscles si les lactates à plus de 2 minutes de récupération sont supérieurs à 8 et si on a une chute du pouls d'oxygène. Alors là, vous allez me dire que c'est quoi le rapport, parce que je vous avais dit que ça correspondait au débit cardiaque, mais en fait, c'est pas si simple, parce qu'en fait, le pouls d'oxygène, c'est le rapport entre débit cardiaque et différence artério-veineuse en oxygène. La différence artério-veineuse en oxygène, en fait, c'est la capacité du muscle à récupérer de l'oxygène, à être traité par la mitochondrie. Et ça, si on a une pathologie, une atteinte musculaire, et ben ça, ce chiffre-là va diminuer. Et donc, c'est pour ça que ça peut aussi faire baisser le pouls d'oxygène. Donc, c'est pour vous dire que la VO2, c'est pas si clair que ça, hein. Il y a beaucoup d'explications pour une seule modification d'un paramètre. Et ce qui explique qu'on a une limitation pulmonaire, le plus courant, c'est le déconditionnement périphérique. On est capable de le voir, notamment en regardant un peu les performances au premier seuil ventilatoire, qui est vraiment le seuil qu'on appelle d'endurance fondamentale. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir vraiment objectiver les symptômes d'un patient qui se dit essoufflé au quotidien. Si on voit qu'au premier seuil, il a une VO2 qui est inférieure à 8 à 10 millilitres par minute, et ben ça explique très clairement qu'il n'est pas capable de faire les gestes de la vie quotidienne, qu'un rien l'essouffle. Alors qu'ici, il est à plus de 14, et ben, il n'y a pas de lien. S'il dit qu'il est essoufflé, on ne l'objective pas, et il faut voir quelque chose de psychogène, quoi, en clair. Donc voilà, c'est la classification de Weber que vous pouvez voir des fois dans nos comptes rendus. Et plus rare, l'atteinte musculaire peut être liée à des choses iatrogènes. Il faut y penser, demander aux patients ces traitements, tout ce qui est chimio, corticothérapie, cyclosporine, et tout ce qui est myopathie inflammatoire, cytopathie mitochondriale. Mais là-dessus, je ne vais pas trop développer parce que je ne suis pas très compétente là-dessus. Donc la conclusion, c'est que d'abord l'épreuve d'effort qui a sa place comme examen seul.
Mais il faut vraiment sélectionner les patients et les informations que donnent l'épreuve d'effort, bah, l'échographie d'effort et l'exploration fonctionnelle à l'exercice, bah, on a les mêmes réponses et je vous ai remis un peu les pathologies de chacune. Pour l'écho d'effort, c'est la coronaropathie, les valvulopathies asymptomatiques, la cardiomyopathie hypertrophique et l'insuffisance cardiaque à feu préservé. Pour les EFX, eh ben, c'est plus large, hein, c'est vraiment, on va explorer et la ventilation, et la circulation pulmonaire, le cœur, les muscles. Et notre but, c'est de dire, bah, euh, la VO2 est basse, pourquoi elle est basse? Et c'est là qu'on regarde ces quatre grandes parties pour dire au patient, bah, qu'est-ce qui va pas et sur quoi il faut aller pousser les investigations. Et là, c'est pour vous finir de vous convaincre. Ça, c'est une courbe de VO2 d'une patiente que j'ai vue en réadaptation cardiaque. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir, vous voyez là, donc c'est l'épreuve, hein, là les watts augmentent au fur et à mesure de l'épreuve. La courbe rose, c'est la pente VE sur VCO2, c'est le pouls d'oxygène, comme je vous disais, qui là, on va dire, correspond bien à son débit cardiaque. Et alors, il augmente, il augmente, il augmente, puis on voit à partir de même pas entre 2 et 3 minutes d'effort, il se met à stagner. Il augmente plus, ce qui est absolument anormal, hein. On est censé avoir un débit cardiaque qui augmente jusqu'à quasiment la fin de l'épreuve d'effort. Et puis même là, il va se mettre à chuter alors qu'elle continue à pédaler, hein. Là, on voit que la ventilation en vert, eh ben, elle continue à faire son effort. Ça chute, ça chute, ça chute. Et là, en rouge, c'est le moment où je vais arrêter le test. Et on voit que, pof, le débit cardiaque va réaugmenter. Et parce qu'en fait, souvent, ça c'est lié au fait que la poche charge, quand on arrête l'effort, va diminuer. La tension artérielle diminue, la poche charge diminue. Et du coup, le cœur arrive mieux à, à débiter. Donc, pof, ça remonte. Et en fait, cette dame, c'était une dame qui a été opérée d'une valve mitrale et qui, en fait, avait un RM serré sur qui avait un rétrécissement mitral serré sur sa bioprothèse. Et donc, on voit bien et qui, elle, à côté de ça, bah, se dit parfaitement asymptomatique. Elle était très contente de la rééducation, elle se sent mieux. En effet, elle avait une VO2 max qui était à 99% de la théorie, mais donc elle est asymptomatique. Mais on voit qu'au pic de l'effort, moi, ce qui lui a fait arrêter l'effort, c'était clairement ce rétrécissement mitral. Et que, bah, au moindre symptôme, après, ça peut être une question, pour le moment, c'est pas dans les recommandations, on attend les symptômes, mais est-ce qu'on pourrait se dire que de voir une courbe pathologique comme ça, est-ce que ça pourrait nous pousser à intervenir? Bah, ça, l'avenir nous le dira quand la VO2 va un peu plus se développer. Alors, est-ce que l'avenir, c'est ça? Là, je pense qu'il faudrait être au moins trois dans une salle pour pouvoir faire un examen pareil, c'est-à-dire faire l'échographie d'effort, l'épreuve d'effort et la VO2 en même temps. Ça apporterait beaucoup d'informations et ce serait, je pense, des examens longs à traiter. Voilà, merci de votre attention.